Napoléon Bonaparte, connaissez-vous ce personnage de l'histoire de France? Évidemment, il est incontestablement l'un des plus grands personnages de l'histoire française et mondiale. Plus grand général de l'histoire, son talent militaire et politique vont l'amener à réaliser les plus grands exploits de l'histoire des armées, et aussi à ramener pendant un temps la paix et une certaine prospérité en France, dans un pays qui subit des pressions de toutes parts. Vous l'aurez compris, Napoléon est un personnage très important qui a influencé l'histoire du monde de par ses actions, et encore aujourd'hui on peut voir son héritage partout. Mais malgré tous les exploits qu'il a pu réaliser, comme vous le savez, l'empire français qu'il a bâti n'a pas duré inlassablement dans le temps. En 1814, l'empereur des Français est exilé sur l'île d'Elbe après la défaite française lors de la 6ème coalition. Il revient en 1815, mais à nouveau battu, il est exilé dans l'Atlantique sur l'île de Sainte-Hélène pour de bon. Néanmoins, la fin de l'Empire ne signifie pas que Napoléon disparaît des esprits, au contraire. La volonté de détruire l'héritage de l'empereur après la Restauration ne plaît pas dans l'esprit de beaucoup de gens. Les idées impériales sont encore dans la tête de beaucoup de gens. C'est donc la naissance du bonapartisme. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne d'Aquila. Aujourd'hui, nous allons nous prêter à un exercice de réflexion autour du bonapartisme. Le but sera de se demander qu'est-ce que le bonapartisme historiquement, qui ont été les défenseurs de cette idéologie, comment tout cela a évolué au fil du temps. En 2024, est-ce que le bonapartisme existe toujours? Et surtout, pouvons-nous peut-être avoir un autre regard vis-à-vis de ce que cela représente aujourd'hui? Ça, ce sera pour la partie personnelle. En tout cas, d'abord nous essaierons de donner une brève définition du mouvement, puis nous ferons une revue historique du bonapartisme avant de conclure sur une analyse plus personnelle et actuelle. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez mon contenu. On commence tout de suite. Alors déjà, c'est quoi le bonapartisme? Au sens strict, ce mot caractérise un mouvement politique qui souhaite le retour de l'Empire français avec un Bonaparte à la tête ou pas d'ailleurs. Mais de manière générale, cela caractérise tous ceux qui veulent s'inspirer des idées et actions politiques de Napoléon Bonaparte pour gouverner le pays. Alors quelles sont ces idées et ses défenseurs? Nous allons le découvrir à travers notre chronologie qui va remonter d'abord en 1815. En effet, après l'exil de l'empereur sur l'île d'Elbe, tout semble fini pour lui, mais en France, on regrette déjà l'arrivée de Louis XVIII sur le trône. Ce dernier ne tient aucune de ses promesses comme la suppression des droits réunis et ne tient aucune leçon du passé. À son retour, la monarchie absolue est rétablie, les aristocrates recommencent à danser à Versailles, les militaires sont admis à demi-solde et la situation financière n'est pas rétablie. Dans cette situation, les courants bonapartistes commencent déjà à se former, notamment deux. Le bonapartisme jacobin qui souhaite l'idée d'une dictature temporaire jusqu'à la paix, car oui, un rétablissement de l'Empire égale la guerre contre l'Europe tout entière. Ce mouvement vient surtout du sentiment de la patrie souillée et d'un rejet du retour de la symbolique monarchique. Et ensuite on a le bonapartisme libéral qui prendra effet pendant les 100 jours, qui va vouloir accorder beaucoup plus de liberté aux Français et plus de pouvoir à la bourgeoisie. Mais après Waterloo, tout cela sera purement et simplement terminé et le bonapartisme va connaître un déclin. Sous la Restauration, le mouvement va être à la fois totalement désorganisé et étouffé. Il n'y a aucun bonapartiste à la Chambre des députés, il n'y a pas de club, d'association, rien pour rassembler les bonapartistes. Néanmoins, certains événements sont quand même à noter. Par exemple, le 19 août 1820, des militaires vont songer à s'emparer du pouvoir pour proclamer Napoléon II souverain. Bon, ça va pas aller très loin à leur histoire, mais quand même, on peut citer aussi la conspiration de Randon ou encore les troubles à Lyon en 1817. Bref, rien d'incroyable, mais le bonapartisme n'est donc pas totalement mort. C'est seulement en 1823 que le bonapartisme va renaître un peu grâce à Napoléon lui-même. En 1823, un ouvrage va sortir, le Mémorial de Sainte-Hélène. Écrit par Emmanuel de las Cases, il est un recueil d'entretiens quasi quotidien avec l'empereur, et dans celui-ci, Napoléon va notamment parler de ses idées politiques. Dans cet ouvrage, l'empereur se place du côté du bonapartisme libéral qu'il a essayé d'installer pendant les 100 jours. Et il décrit son règne de la manière suivante. Il se présente comme un héritier de la Révolution française et se félicite d'avoir réussi à la stopper. Il critique les jacobins qui ont fait sombrer le pays dans l'anarchie et il considère qu'il a dessouillé la Révolution des crimes commis par les républicains. L'Empire se positionne donc comme le compromis. Les héritages révolutionnaires fondamentaux ont été conservés, mais une partie de l'ancien régime est restée. Et c'est en soi une analyse plutôt objective du règne de Napoléon qui a réussi à rallier tous les Français les moins radicaux et réussi une réconciliation nationale autour de son projet. Également, Napoléon se montre en défenseur de la liberté. Il dit que si les libertés ont été restreintes pendant son règne, c'est à cause de la guerre et que l'Empire se serait tourné vers le libéralisme. Il appuie cela avec notamment les avancées sur le sujet de sa part comme le Code civil ou la Constitution de l'Empire des 100 jours. Aussi dans le mémorial, Napoléon défend la souveraineté populaire mais il l'aborde d'une manière particulière. Cette souveraineté se retrouverait dans une volonté du peuple de se fédérer autour d'un seul personnage qui consulterait ce dernier à travers des plébiscites, mais il rejette la souveraineté populaire dans le sens que le chef d'État devrait être élu par le peuple et encore moins par des parlementaires. En effet, Napoléon est très critique à l'égard des assemblées, il considère que le règne des partis est ce qui amène l'instabilité et promeut l'idée
d'une aristocratie nationale sans privilèges et méritocratique, mais ce dernier défend qu'il n'est pas en faveur d'un despotisme militaire mais d'une monarchie constitutionnelle tempérée, composée d'un pouvoir exécutif fort et avec une grande centralisation. Voilà donc un peu les idées défendues par le mémorial: liberté, exécutif fort, méritocratie, esprit national, anti-parlementaire, souveraineté populaire, voilà ce qui définit les idées de l'empereur. C'est donc cet ouvrage qui va définir le bonapartisme et permettre de relever le mouvement, et donc maintenant qu'on a vu les idées défendues par Bonaparte lui-même, on va pouvoir s'intéresser à la sociologie de ce mouvement qui va apparaître et son positionnement politique. Pour ce qui est du positionnement politique, c'est très variable. Il y a des bonapartistes de gauche, comme on l'a vu, des bonapartistes du centre, mais aussi de droite. C'est pour cela que le mémorial de Sainte-Hélène est déterminant, et c'est lui qui va placer le bonapartisme vers une espèce de centre droit. Pour ce qui est de la sociologie, c'est surtout des militaires mais de bas échelle, du rang ou des sous-officiers, mais aussi beaucoup de paysans qui admirent Napoléon à travers les histoires racontées par les vétérans rentrés chez eux. Fort de cette force politique qui semble se développer, il y a un homme qui va décider de prendre réellement le mouvement en main. Un homme qui va sérieusement ambitionner le retour de l'Empire. Vous le connaissez sûrement, ce n'est autre que le neveu de l'ex-empereur des Français, Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte est né le 20 avril 1808 à Paris. Fils de Louis-Napoléon Ier, le frère de l'empereur, il est né dans un contexte où l'Empire français est surpuissant. Après la défaite, le 12 janvier 1816, la famille Bonaparte est contrainte à l'exil. Louis-Napoléon vit sa jeunesse dans le château d'Arenberg en Suisse avec sa mère. Admirateur de son oncle, Louis va notamment lire le mémorial de Sainte-Hélène et ambitionnera très tôt de faire revivre l'Empire. Après la mort de Napoléon II le 22 juillet 1832, Louis devient héritier du titre de prince impérial car aucun de ses cousins n'a voulu prendre le titre, et à partir de là, il va se sentir un peu pousser des ailes. Le 30 octobre 1836, Louis-Napoléon tente un coup d'état à Strasbourg. Son objectif est de rallier des troupes stationnées là-bas pour marcher sur Paris dans le but de renverser la monarchie de Juillet. Bon, finalement c'est un échec cuisant, les comploteurs sont vite arrêtés et Louis est exilé aux USA. Malgré tout, l'événement donne de la popularité à Louis et au mouvement bonapartiste. A son retour en Europe, Louis va intensifier sa propagande, il publie des brochures, notamment une nommée Les idées napoléoniennes, dans lequel il détaille un programme politique reprenant les idées du mémorial, et dans lequel il affirme vouloir continuer l'œuvre de son oncle. Avec une ferveur bonapartiste qui semble refaire surface, Louis débarque à Boulogne-sur-Mer le 5 août 1840 et retente encore une fois un coup d'état, mais encore une fois, le complot est un échec et cette fois-ci, il se retrouve emprisonné au fort d'Am. Il va y rester pendant 6 ans, mais ces longues années vont lui permettre de développer sa pensée. En 1844, il publie un ouvrage intitulé Extinction du paupérisme. Dans celui-ci, Louis va parler pour la première fois de concepts socialistes et de classe ouvrière. Il explique que la classe ouvrière ne profite pas beaucoup de la croissance économique spectaculaire de la révolution industrielle et que donc l'État doit intervenir pour supprimer la misère. Il propose différents moyens pour y parvenir. Le bonapartisme que semble défendre Louis est un bonapartisme social et populaire. Et nous allons donc voir maintenant si c'est effectivement ce que Louis va appliquer pendant son règne, car en effet, après sa captivité en 1848, la monarchie est renversée et la République est proclamée. Louis réussit à obtenir une place à l'Assemblée et se présente aux élections présidentielles. Sa victoire est écrasante. 74,31% des voix, Louis a donc les mains libres pour gouverner et son rêve de rétablir l'Empire français est proche. En effet, le 2 décembre 1851, le coup d'état est acté, les députés sont arrêtés et des affrontements sanglants ont lieu. Mais après un plébiscite remporté à plus de 90% pour un changement de constitution, l'opposition se plie et Louis met en place une espèce de nouvelle république à la star du consulat de Napoléon Ier. Et ce n'est qu'ensuite qu'en 1852 que Louis, après encore un plébiscite qui lui sera fortement favorable, qu'il pourra le 2 décembre, 48 ans après son oncle, se proclamer Napoléon III, empereur des Français. Bon. Comme on l'a vu tout à l'heure, le bonapartisme est censé défendre la liberté, le fait d'avoir un exécutif fort, la méritocratie, l'esprit national, un anti-parlementarisme et la souveraineté populaire. Napoléon III va-t-il appliquer ces principes? Quand il devient président, Louis-Napoléon Bonaparte dit adhérer aux principes juridiques et sociaux de 1789, mais il pense qu'ils doivent être complétés par un pouvoir politique fort. Il est patriote et pense que la France est porteuse de valeurs, et il pense que l'État a un devoir d'intervenir pour faire face au paupérisme. Outre le rétablissement et la symbolique de l'Empire, les 8 premières années du Second Empire sont marquées par un fort autoritarisme. La constitution de l'Empire donne le pouvoir d'écrire les lois uniquement à l'empereur et au Conseil d'État. L'Assemblée ne fait que les voter, l'empereur contrôle la justice, il peut nommer tous les emplois publics et il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Également le 1er février, un projet de loi est voté visant à permettre de punir de prison toute action qui a pour but
d'inciter à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres. Ce projet de loi donne également au gouvernement le pouvoir d'interner ou de faire expulser, après l'expiration de sa peine, tout individu condamné par des délits relatifs à la sûreté de l'État ou pour offense contre la personne de l'empereur, mais également tout individu ayant été condamné à la suite des événements de juin 1848, de juin 1949 et de décembre 1851. Cette loi va permettre d'exiler 450 personnes ennemies de l'Empire. Aussi, les bonapartistes luttent contre les partis et interdisent les réunions politiques. Ils veulent dépolitiser la nation. Napoléon III met en place une importante censure et le pouvoir examine les journaux, pièces de théâtre et livres avant leur publication dans un objectif de contrôle. La censure touche les œuvres critiquant le pouvoir en place, le capitalisme ou les classes supérieures, mais aussi moraux et religieux. La censure affecte aussi les œuvres jugées trop libertines, grivoises, qui portaient atteinte à la famille traditionnelle ou qui avaient pour objectif d'émanciper la femme. La première partie de l'Empire semble donc se rapprocher de l'Empire autoritaire du règne de son oncle, et ce qui l'éloigne de la monarchie constitutionnelle tempérée du mémorial. Mais dans les années 1860, l'Empire va devoir se libéraliser. Il dessert ainsi progressivement la censure, libéralise le droit de réunion et les débats parlementaires. Également, un décret du 24 décembre 1860, complété par les Senatus Consultes des 2 et 3 février et du 31 décembre 1861, réforme la constitution de 1852. Il s'agit pour Napoléon III de donner au grand corps de l'État une participation plus directe à la politique générale du gouvernement. Ainsi, le droit d'adresse du Sénat et du corps législatif est rétabli. Le droit d'amendement est élargi, ainsi que les modalités de discussion des projets de loi. En 1867, Napoléon III élargit les libertés publiques. Une loi du 11 mai 1868 sur la presse abolit toutes les mesures préventives, ce qui fait apparaître de nombreux journaux républicains. Également, une loi du 6 juin 1868 sur les réunions publiques supprime les autorisations préalables. Et plus tard encore, le 21 mai 1870, une nouvelle réforme constitutionnelle visant à transformer l'Empire en un régime semi-parlementaire va être adoptée. Dans cette seconde partie, la fameuse monarchie constitutionnelle tempérée semble donc mise en place. Économiquement, l'empereur se montre plutôt libéral. L'État intervient dans l'économie, notamment dans le cas de travaux de chemin de fer ou pour la rénovation de Paris, mais la liberté financière est présente et le libre-échange se met en place. Mais Napoléon III se montre tout de même préoccupé par le côté social. Notamment, en mai 1862, il fonde la Société du Prince impérial destinée à prêter de l'argent aux ouvriers et à aider les familles temporairement dans le besoin. Une loi du 25 mai 1864 reconnaît pour la première fois le droit de grève en France. Des sous populaires sont organisés pour les pauvres, alors que se mettent en place les premiers systèmes de retraite et qu'une loi fonde une caisse d'assurance décès et une caisse d'assurance contre les accidents du travail. Quant à la politique diplomatique de Napoléon III, il va aussi tenter de marcher sur les pas de son oncle, essayant de refaire de la France une grande puissance européenne en participant notamment à l'unification de l'Italie. En résumé, le règne de Napoléon III est plutôt une bonne application des idées transmises par le mémorial de Sainte-Hélène. Même si le début de son règne est marqué par l'autoritarisme, l'Empire va petit à petit étendre les libertés. Il va se tourner vers une monarchie parlementaire tout en conservant un exécutif fort. À cela, Napoléon III va aussi rajouter un aspect social avec une volonté d'aider les pauvres. Malheureusement, en 1870, la France et la Prusse rentrent en guerre. Lors de la percée de Sedan, l'empereur est capturé et 2 jours plus tard, la Troisième République est proclamée. En fait, les libertés qu'a accordées Napoléon III a donné beaucoup de crédit aux républicains, et même si l'empereur était très populaire, la défaite contre la Prusse fit tout écrouler comme un château de cartes. Napoléon III mourut le 9 janvier 1873, exilé en Angleterre. Le bonapartisme va maintenant retomber dans un déclin. Après la mort de Napoléon III, Napoléon Eugène Louis Jean-Joseph Bonaparte, dit Louis-Napoléon, devient prince impérial. Et il ne compte pas abandonner les rêves d'un retour de l'Empire. Il rédige un projet de constitution pour les prochaines élections, et à partir déjà de 1876, les forces bonapartistes reprennent du terrain avec une centaine de députés à l'Assemblée. À ce moment-là, le mouvement était plutôt divisé comme il l'a toujours été. Il y a les conservateurs cléricaux qui prennent l'alliance avec les légitimistes, les populistes menés par Jules Amigues, en rapport avec d'anciens communards, les libéraux menés par Émile Ollivier, proche des orléanistes, les fidèles d'Eugène Rouet, partisans de l'Empire autoritaire, les bonapartistes proches de la gauche républicaine, anticléricaux et sympathisants du prince Jérôme Napoléon. Et dans toutes ces divisions, Louis-Napoléon veut tenter d'unifier tous les bonapartistes et il pense que la République ne se durera pas longtemps. Mais finalement, en 1879, à seulement 23 ans, il meurt au Zululand en Afrique. Le testament de Louis-Napoléon stipule que son successeur est le prince Victor, le petit-fils de Jérôme Bonaparte, et non pas le fils de celui-ci qui aurait dû logiquement prendre la place. Les bonapartistes respectent donc le testament et font campagne pour Victor.
Le refus du prince Napoléon d'accepter le testament sème le trouble chez les bonapartistes. Le bonapartisme se scinde donc en deux groupes principaux. Le bonapartisme rouge, des jérômistes ou plébiscitaires, à vocation radicale plus proche de l'extrême gauche bourgeoise et anticléricale, et le bonapartisme des victoriens ou impérialistes soutenus par les notables et les députés du parti, plus proche des idées sociales et modérées de Napoléon III. Peu d'hommes suivent le prince Napoléon, néanmoins ses partisans voient dans l'aventure boulangiste l'occasion de faire triompher leurs idées. Une rencontre est organisée entre le prince Napoléon et le général Boulanger le 2 janvier 1888. Ils s'accordent pour maintenir la République tout en recourant au suffrage universel pour désigner le chef de l'État. Le slogan boulangiste dissolution-révision constituante séduit les bonapartistes. En fait, ils espèrent que le boulangisme permettra de préparer un futur coup d'État pour rétablir l'Empire. Mais le boulangisme échoue lamentablement le 1er avril. Le général Boulanger est obligé de fuir en Belgique et le 22 septembre, seuls 72 députés contre 366 républicains sont élus. Le boulangisme s'effondre et finalement les bonapartistes s'en sortent affaiblis. Durant la fin du 19e siècle, l'affaiblissement du mouvement s'accentua. De nombreux bonapartistes gardent leur opinion politique mais se rallièrent à la Troisième République. Vers 1900, le bonapartisme dynastique visant à prendre le trône au Bonaparte est presque mort. En 1902, seuls 5 bonapartistes furent élus députés. Le prince Victor, après avoir défendu l'idée, un troisième empire se rallia progressivement à l'idée d'une république présidentielle dont le chef de l'État devrait être élu au suffrage universel, idée qu'avait incarné Napoléon III entre 1848 et 1852, à l'instar de la république consulaire. Le prince Victor meurt en 1926 et c'est le prince Louis qui reprend le flambeau. Durant les années 30, le mouvement est très actif, surtout à Paris. Il est constitué de beaucoup de jeunes. Avec la défaite militaire, le mouvement est dissous par le prince Louis qui s'illustre dans la résistance comme son cousin le prince Murat. Malgré tout, certains bonapartistes, comme Pierre Constantini, s'engagent toutefois activement dans la collaboration et adhèrent à la politique du régime de Vichy. Après la Seconde Guerre mondiale, le bonapartisme est vraiment mort. Malgré tout, l'héritage bonapartiste semble pas mort. En effet, les idées bonapartistes présentées précédemment semblent correspondre à celles du gaullisme. Un exécutif fort, une critique du régime des partis, la volonté d'unifier le pays autour de valeurs patriotiques. Bref, malgré que le bonapartisme au sens littéral est vraiment fini, les valeurs héritées ne sont pas mortes. Et encore aujourd'hui, des hommes politiques, surtout de droite, se qualifient de bonapartistes. En 2024, le bonapartisme est représenté par divers mouvements et organisations en France. On a par exemple France Bonapartiste, dont le président est David Saforcada, le mouvement bonapartiste, l'appel au peuple ou encore Renouveau bonapartiste pour le courant dynastique, mais tous ces mouvements n'ont qu'une incidence très faible sur la vie politique française. Bon, que pouvons-nous conclure? Nous avons vu que le bonapartisme a beaucoup évolué au fil du temps, tout comme son importance dans la vie politique française. Le mouvement devient réellement important après le mémorial de Sainte-Hélène qui définit le bonapartisme comme un mouvement qui défend les idées de liberté, d'un exécutif fort, d'une méritocratie, d'un esprit national, de l'antiparlementarisme et de la souveraineté populaire. Par la suite, Napoléon III va reprendre ces idées en y ajoutant un aspect social visant à aider les pauvres. Mais suite à sa défaite et sa mort, le bonapartisme va décliner et se rallier à d'autres idéologies comme le boulangisme et ensuite le gaullisme. Les bonapartistes vont alors abandonner l'idée d'un rétablissement de l'Empire français et accepter la République malgré une conservation des valeurs rappelées précédemment. Bon, maintenant qu'on a fait cette revue historique, on va passer à une réflexion plus importante. Depuis tout à l'heure, on décrit le bonapartisme dans sa continuité, mais maintenant pouvons-nous peut-être avoir une autre manière de voir les choses. Plutôt qu'une continuité du mouvement, penchons-nous sur une transposition des actions de Bonaparte il y a 2 siècles et tentons de les transposer en 2024. En 1789, la Révolution française éclate. Dès lors, la France se retrouve divisée. D'un côté, les royalistes qui représentent le pouvoir en place. Depuis Louis XVI, les nobles ne cessent de fanfaronner à Versailles. Ils s'organisent des fêtes toujours plus grandes, tout en prenant des décisions qui ruinent la France petit à petit. Leur pouvoir, ils le tiennent de l'hérédité et de l'appartenance à une classe privilégiée. Ils gouvernent dans le seul but de préserver leurs privilèges et non plus l'étoffe d'une élite et sont totalement déconnectés de la réalité. Quant aux révolutionnaires, ils représentent la haine envers ce pouvoir royal. Au début, cette haine semble légitime, mais au fur et à mesure, la terreur s'installe en France. Les Jacobins deviennent rien de plus que des tueurs et aussi ruinent la France petit à petit. Ils représentent à la perfection ce que Nietzsche appellerait le moralisme. Leur idéologie de liberté et surtout d'égalité influenceront le monde par la suite jusqu'à aujourd'hui. Et dans tout ce raffut, il y a un homme, Napoléon Bonaparte, qui va se placer à contre-pied de tout cela. Représentant l'idéal du surhomme à la perfection, il va quant à lui tenter d'unifier le pays autour d'un projet, d'une ambition et d'un espoir. Il va se placer du côté de la rationalité. Il n'y a pas de zèle chez l'empereur, pas de privilèges. Ce qui compte, c'est la méritocratie. Ce qui compte pour lui, c'est que la France et l'humanité avancent. Animés par un profond amour de la France et des Français, alliés d'un talent indiscutable, c'est comme cela que Napoléon va réaliser ses exploits. Et c'est cela, Napoléon Bonaparte selon moi, et le bonapartisme. C'est donc porter en idéal ce qu'était Napoléon.
Et du coup en 2024, le schéma de la société de 1789 peut être appliqué aujourd'hui d'une manière un peu différente. D'un côté, le pouvoir en place entre les mains de Klaus Schwab et Davos, leur objectif, instaurer une dictature mondiale technocratique qui soi-disant agirait pour le bien de l'humanité. En réalité, ils veulent s'instaurer des privilèges et assouvir la population, et pour cela, ils veulent s'appuyer sur les nouvelles technologies, les guerres, etc. Ils veulent que nous nous fassions remplacer. Notre futur sera d'être assistés, d'être des gens sans ambition et plongés dans des mondes virtuels. Et de l'autre côté, on a toutes les idéologies nihilistes et moralistes. Elles ne sont pas spécialement ennemies avec Davos, même pire, elles sont soutenues pour certaines, mais elles sont malgré tout présentes. On a les woke et leurs principes dangereux de justice sociale visant à abolir des soi-disant privilèges raciaux, culturels ou sexuels. On a toujours les socialo-communistes et leurs concepts fumeux d'égalité économique. Et aussi on a à droite certains débilos identitaires qui ont des concepts totalement déconnectés de la réalité. Et du coup en 2024, qui pourrait représenter la même force que la force bonapartiste? Qui pourrait s'imposer comme le défenseur de la méritocratie? Qui pourrait se placer du côté de la volonté de puissance, du côté de la rationalité, de l'espoir, et surtout du côté de l'humanité dans un monde où notre déclin pourrait advenir? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si c'est le cas. C'est la première vidéo longue de ma chaîne, je pense avoir encore beaucoup de choses sur lesquelles m'améliorer, mais j'espère m'être bien exprimé. Aussi, dans la dernière partie de la vidéo, j'ai évoqué beaucoup de concepts et affirmé beaucoup de choses qui mériteraient des vidéos entières d'explication. Je compte le faire, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin dès maintenant, je mettrai des liens dans la description. Bref, dans tous les cas, c'était Aquila, je vous dis à la prochaine.